Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Le Sénégal a célébré le 1er août dernier la Journée nationale de l'arbre sous le thème de la restauration des terres sources d'emploi et de sécurité alimentaire. À cette occasion, le ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de reboisement. L'objectif de cette campagne est la reconstitution des bases productives et du couvert végétal. L'équipe de Croissance Verte s'est intéressée à ce projet et a rencontré, vous le verrez dans notre reportage, les acteurs environnementaux qui plaident pour un reboisement à grande échelle dans le pays. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur la problématique environnementale au Sénégal, nous sommes avec Mamadou Saro, fondateur de la plateforme écologique Jana et militant passionné par les questions d'environnement au Sénégal et à travers le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Soyez le bienvenu sur le plateau de Croissance Verte. Maintenant, place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Dour et Bachir Bodian. Le ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable prône ardemment la reconstitution des bases productives et du couvert végétal afin de favoriser la création d'emplois verts et décents. Objectif, renforcer la résilience de nos écosystèmes et de nos communautés. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal s'est inscrite dans cette logique. Dans le cadre de nos actions de lutte contre le réchauffement climatique, on a jugé nécessaire en octobre 2020, en octobre passé, avec l'appui d'un partenaire, de procéder à ce que nous avions à l'époque appelé une formation. Une formation, c'est-à-dire former les jeunes au premier jour et inviter ces mêmes jeunes à passer à l'action environnementale au deuxième jour. Donc au premier jour, on avait initié les jeunes aux techniques de reboisement, comment reboiser, pourquoi reboiser, et au deuxième jour, avec l'appui de la direction des eaux et forêts, le colonel John, le capitaine John, que nous remercions au passage, on avait procédé au reboisement, à la plantation de ces arbres, mais également au paysage pour un peu décorer le cadre. La CNTS s'est donné pour rôle de sensibiliser les uns et les autres à l'éducation environnementale. Un camp climat est même en perspective. Un camp qui va initier les jeunes travailleurs affiliés à la CNTS. Pour l'instant, ce sera soit dans la Petite Côte, soit à Saint-Louis. Parce que tout simplement, vous comprendrez aisément que ces régions sont des zones côtières et naturellement menacées par l'avancée de la mer. Et les arbres sont des outils exceptionnellement fondamentaux pour lutter contre ce phénomène. Non seulement contre l'avancée de la mer avec les fils à eau que nous devons impérativement implanter, et c'est également le moment de porter un plaidoyer à l'endroit des autorités pour leur dire qu'en réalité le littoral est une zone à protéger. Et là, c'est la réglementation du Sénégal avec le domaine public maritime qui interdit toute construction sur le long du littoral à partir de 100 mètres lors des hautes marées. Donc tout ce que nous avons en termes de violation du littoral est à dénoncer et nos organisations sont en train de le faire. Il est consultant en mesure de sauvegarde environnementale et sociale et directeur exécutif de AJE, Action pour la justice environnementale. Ils sont à l'avant-garde du combat. D'emblée, ce qu'il faut souligner, c'est que l'eau doit s'infiltrer pour éviter
tout ce qui est phénomène d'inondation ou bien de stagnation. Et on a remarqué, depuis quelques années au Sénégal, il y a tellement de phénomènes d'inondation et les moustiques se sont proliférés. Et là, ce qu'il faut mettre du doigt, ou bien ce qui est au moins des accusés, c'est le fait que tout le monde veut aujourd'hui construire. Et au-delà des constructions individuelles, il y a aussi l'État qui promeut la construction. Vous voyez un peu ce qui s'est passé à Diamniadio par exemple, mais c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui à Dakar avec la ville de Dakar, les pavés. C'est bon comme système d'assainissement, mais il serait mieux, à la place des pavés, d'en faire des gazons. Parce que seuls les gazons permettent déjà à l'eau de s'infiltrer normalement, mais aussi permettent à tout ce qu'on appelle les micro-organismes de vivre sous sol et de créer des galeries visant à non seulement à donner le sol, en tout cas tous ces nutriments nécessaires pour la vie même de l'homme en termes d'oxygénation, mais aussi en termes d'infiltration et d'assainissement. Mais malheureusement, tout ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une prolifération, une accélération des constructions béton-ciment, et non seulement ça contribue à réchauffer notre environnement, mais aussi ça peut créer tout ce qui est inondation et que nous avons un système d'assainissement qui est vraiment moribond. Action pour la justice environnementale demande plus d'égalité environnementale, surtout à l'endroit des habitants de la banlieue de Dakar. S'il pleut, ce sont les gens de la banlieue qui vont crier, qui vont en tout cas subir les premiers affres de la pluie. Mais c'est une injustice. Pourquoi? Parce que si l'État, par exemple, avait appliqué la politique de la solidarité territoriale, là, tout le système d'assainissement, tous les efforts d'assainissement qui sont faits en ville devraient être faits en banlieue. N'est-ce pas? Et on sait qu'aujourd'hui, quand on parle de justice environnementale, même l'origine, ce sont les communautés souvent indignées, les pauvres, les gens de la banlieue, les gens des ghettos, qui subissaient le plus les injustices environnementales en matière d'assainissement, en matière de cadre de vie. Par exemple, vous parlez d'espace vert aujourd'hui, vous parlez de bétonisation. Non seulement en banlieue, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de système de canalisation permettant d'évacuer carrément leurs eaux. Donc ça, c'est une forme d'injustice. C'est une forme d'injustice environnementale. Parce que tu sais, l'arbre, c'est utile pour la vie. La presqu'île du Cap-Vert est bien arrosée en cette fin d'après-midi. Difficile de nous déplacer, mais nous bravons la pluie pour aller rencontrer le chef de division de la planification et de compétences transférées de la mairie des Parcelles Assainies dans la banlieue de Dakar. Dans les compétences transférées des communes, les 9, il y a ce qu'on va appeler l'environnement. L'environnement et tout ce qui est ressources naturelles. Ici, au sein de notre division, nous avons un bureau chargé de l'environnement et des ressources naturelles et du développement durable. C'est en ce sens que nous travaillons dans le cadre de toutes les questions liées à l'environnement, à la culture, à la jeunesse, à l'éducation, à la planification. Et en même temps, nous sommes chargés du suivi de tous les projets et programmes de la mairie. À l'arrivée du chef de division pépinière et semences de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, une visite de terrain est organisée avec l'équipe environnement de la mairie. Sur place, les plants grandissent au grand bonheur du capitaine. Ça, c'est le Gerte Toubab, ce qu'on appelle le terminalia Katapa. Ça résiste très bien à l'embrun et aussi ça grandit bien. Il faudra quand même gérer ce qu'on appelle le traitement sylvicole, c'est-à-dire tailler, mettre aussi la fertilisation. C'est tout juste ce que l'arbre a besoin. On s'occupe de l'arbre correctement. Pour que l'arbre puisse avoir un bon port, l'arbre puisse aussi avoir un bon houppier, pour que ça vraiment ça soit joli aussi. Et ce que j'expliquais aux gardiens, maintenant il faudra remettre encore du terreau, parce qu'il n'y en a pas du tout. Parce que depuis qu'on a planté, rien n'a été fait. Depuis qu'on a planté, rien n'a été fait. Si vous regardez, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. L'arbre doit manger.
Donc c'est ça le problème. Il faudra quand même qu'on gère ces aspects-là. Remettre, faire une cuvette, mettre du terreau, arroser et faire ce qu'on appelle la taille. Autre aspect important, les embruns marins, aérosols enlevés par le vent à la crête des vagues ou formés par le ressac qui peut freiner la croissance de l'arbre. L'embrun marin, c'est parce que nous, ici, vous faites face à l'alizé. C'est-à-dire, c'est un vent de l'alizé qui vient directement. Donc ça vient comme ça. Donc ça souffle, donc il y a un dépôt de sel. Quand ça souffle, automatiquement le sel se dépose. Et quand le sel se dépose, quand ça prend certaines ampleurs, ça brûle les feuilles. Et il y a des espèces qui ne peuvent pas résister. Voilà. Mais c'est pourquoi nous, on a choisi certaines espèces comme le cordia qui est là, le terminalia catapa. C'est des espèces qui tiennent. Voilà. C'est comme le filao. Vous le voyez là-bas, c'est un filao qui date normalement depuis longtemps. Cette visite de prospection entre dans le cadre du programme de séquestration de carbone de la commune. Notamment le projet de reverdissement de la commune des Parcelles Assainies, où le capitaine John et l'agence pour la reforestation jouent un rôle de bras technique. Parce que nous avons un projet, peut-être que ma collègue qui s'occupe de cela viendra de plus ample manière sur cette question-là, de reverdir les parcelles assainies. Parce que les parcelles assainies sont bâties, comme on l'a dit, sur autant de kilomètres, 300 hectares. Et nous n'avons que 512 arbres aux parcelles assainies. Donc dans ce programme, pour 5 ans, nous voulons reverdir les parcelles assainies et nous voulons aussi lutter contre l'érosion côtière. Donc ici, dans ce site-là, on a fait ce reboisement l'année passée, en cette période même. Et là, nous voulons implanter, nous sommes venus voir ce site-là parce qu'on l'avait choisi pour implanter une pépinière communale. L'école Unité 8 abrite un projet de reverdissement à l'horizon 2025. Le constat est que les parcelles assainies de la gare sont dépourvues d'espaces verts. Vu qu'il y a la population qui s'agrandit, et aussi, il y a aussi un manque d'espace, donc raison pour laquelle nous avons fait ce projet-là comme prioritaire. Parce que ça fait partie aussi de multiples projets qui sont dans notre plan de développement communal, donc PDCD, que nous avons mis en place le mois de décembre, donc qui regroupe des projets de développement durable liés à l'environnement, à la santé, à l'éducation, à l'économie. Vu que l'environnement est l'affaire de tous et ça concerne tout le monde, notre santé en dépend de l'environnement parce que ça nous aide à avoir de l'air pur. Donc l'entretenir, voilà, donc ça doit être une responsabilité partagée. L'écologie est aussi et surtout un problème culturel. Et le respect de l'environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux. Voilà, les enfants seront, ils vont gouverner, donc voilà, il faut les apprendre à bas âge, donc à bien respecter leurs environnements parce qu'à l'école on nous apprend ça, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire donc qu'ils fassent partie donc des personnes qui vont piloter le projet. Donc nous avons fait ces enfants-là comme des personnes qui vont piloter. En même temps aussi il y aura des leaders, les bajenu gox, les délégués de quartier, les identités remarquables. Donc ce sont eux qui vont se charger de la sensibilisation. Lui, c'est le garant de la sécurité des lieux, mais en même temps, il lui a été assigné comme mission supplémentaire de prendre soin de la pépinière. L'homme environnement qui presque beaucoup de L'année dernière, les autorités sont venues me voir pour me demander si je peux prendre soin d'une pépinière. Je leur ai répondu que même s'ils plantent sans arbres, je vais tout gérer parce que ça me passionne. C'est un vendredi, quand on prenait les mesures, il y a beaucoup plus sur nous. Ils ont amené les plants le dimanche et on a reboisé. Depuis lors, chaque jour, c'est ma femme et mes enfants qui prenons soin des arbres. Puisque je me suis engagé, j'irai jusqu'au bout. Selon Abdou Karim Sall, ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement durable, la dégradation affecte 34% des terres et engendre la détérioration des systèmes de production agro-sylvopastoraux, tout en sapant les bases de la sécurité alimentaire
et de la croissance économique. Donc, la responsabilité individuelle et collective doit nous amener à considérer la terre productive comme la mère nourricière, parce que sans terre, pas de vie, et sans vie, pas d'avenir. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Mamadou Saro, fondateur de la plateforme écologique Jana et militant passionné par les questions d'environnement au Sénégal et à travers le monde. Monsieur Saro, cette campagne de reconstitution des bases productives et du couvert végétal est en cours dans le pays. Mais à quels défis devra-t-elle faire face et comment les relever? Tout d'abord, c'est féliciter l'initiative prise par le gouvernement sénégalais de créer une agence nationale de réforestation et de la Grande Muraille Verte qui fait un travail exceptionnel. On le voit à travers Toluker, plein de projets, donc vraiment les féliciter pour cette initiative. Alors en termes de difficultés, c'est aussi impliquer les populations qui sont directement concernées par ces projets de reforestation-là, et ça passe forcément par de la sensibilisation, par une communication un peu plus forte, que ça sorte, j'allais dire, du carcan des scientifiques, des gens qui sont peut-être plus... qui ont plus de connaissances dans ce domaine-là, et peut-être vulgariser les questions d'environnement, les questions d'importance de l'arbre, de fait de planter. Je pense qu'il y a une partie communication très importante qu'il faudra mener pour impliquer tout le monde, pour mener à bien ces projets. Quel sera l'apport de la campagne nationale de reboisement, surtout dans les zones urbaines où le bâti prône sur l'espace vert? Là, j'allais dire on est vraiment dans une boulimie immobilière, une boulimie foncière. On construit malheureusement n'importe comment, n'importe où. Je pense que tout ce qui est arbre, tout ce qui est végétation n'intéresse pas, alors qu'à l'image du monde, en fait, aujourd'hui, les parcs, on a le Central Park à New York, on a Vienne, avec plus de 40% de la ville qui est transformée en parc. Donc c'est un apport en oxygène, un apport en convivialité, pour promouvoir le sport. Aujourd'hui au Sénégal, on aimerait bien avoir d'autres Sadio Mané. Ça passe forcément par des espaces verts, des espaces sportifs. Donc c'est très important effectivement qu'on puisse avoir ces espaces-là. Monsieur Saro, sur les 600 hectares de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Dakar, le président a décidé de reverser 10 hectares à un parc forestier urbain. Il s'agit d'un espace de détente constitué d'un bois, de bocage, de marais et d'aires de jeu, une zone de promotion de la biodiversité floristique. Que vous inspire ce projet? Je précise juste qu'après le déménagement à l'aéroport international à Dias, au sud-est de Dakar, vous faites partie des premiers à avoir lancé une pétition pour faire du site de l'ancien aéroport, Léopold Sédar Senghor, un grand espace vert. Voilà, nous sommes 25 000 à avoir signé cette pétition, 25 000 Sénégalais étrangers qui pensons qu'il est important que Dakar, qui étouffe aujourd'hui, Dakar qui ne respire plus, Dakar qui manque de berre. On parlait de la zone du Cap-Vert, de la région du Cap-Vert. Là, on parle plus d'un Cap gris, parce qu'il n'y a pratiquement plus d'arbres, et on peut le voir lorsqu'on descend en avion à Dakar, on voit pratiquement qu'il n'y a plus d'arbres. Donc effectivement, on était nombreux à avoir signé cette pétition. Cela a été relayé à un niveau international pour montrer aussi que le Sénégal est suivi. Le Sénégal est un pays démocratique qui a montré à plusieurs reprises son leadership sur plusieurs questions. Et on a pensé qu'il était important aussi qu'elle prenne son leadership dans les questions d'écologie, comme le Rwanda le fait aujourd'hui. Quand on parle du Rwanda, qui attire des touristes, qui arrive à faire des partenariats avec des clubs de foot, c'est surtout sur un aspect écologique. Donc il est important aussi que le Sénégal ne rate pas ce coche-là. Et donc effectivement 10 hectares ont été octroyés, c'est très bien, mais c'est peu sur 600. Donc vraiment on appelle le gouvernement, on appelle le président à peut-être un petit peu revoir la superficie et savoir que c'est au-delà du parc, au-delà des arbres, c'est aussi un aspect économique, parce que le tourisme fait partie de nos premiers bailleurs en devises dans le PIB sénégalais. Donc il est important qu'on puisse avoir plus d'espace, de loisirs, de sport, que les touristes, voilà. Aujourd'hui, le tourisme écologique est à la mode et le Sénégal a de quoi faire dans ce domaine-là. Donc c'est un parc, on veut que ce soit un exemple pour pouvoir le dupliquer ailleurs et faire peut-être d'autres choses. L'année dernière, vous avez rendu public un téléfilm intitulé « Le Sénégal vers l'horizon 2035 ». Alors pourquoi cette projection à l'horizon 2035 et quelles sont les thématiques abordées dans votre grand reportage?
Alors 2035, parce que le plan Sénégal émergent verra son épilogue en 2035. Donc l'idée principale de ce documentaire est de dire on veut que le Sénégal atteigne l'émergence en 2035, mais est-ce que cette émergence prendra en compte les aspects environnementaux? Donc c'est pour ça qu'on l'a calé. Et puis il faut savoir aussi que les ODD, les objectifs de développement durable, sont calés également à 2030. Donc voilà, c'est une période importante pour beaucoup de choses et on espère que l'aspect environnemental sera pris en compte dans ce développement parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans protection de l'environnement. Selon le ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, la productivité et les productions des agrosystèmes sont de plus en plus précaires face à l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et au changement climatique. Comment endiguer et inverser cette tendance selon vous? Déjà, il faut savoir qu'on a plus de 3 400 000 hectares de terres arables et sur ces 3 400 000, on a des facteurs qui viennent un petit peu bouleverser tout ça, avec la salinisation des sols, avec l'avancée de la mer, les pluies acides. Donc là, on vient d'avoir nos premiers pluies, heureusement, mais on a des pluies acides dues à la pollution qu'on a, parce qu'il n'y a pas d'arbres pour capter je parle basiquement, il n'y a pas d'arbres pour capter le CO2. Donc l'agriculture également nous permet d'avoir des emplois dans un pays où le chômage atteint des pourcentages très importants. Donc c'est un domaine à ne pas négliger. Donc forcément, il faut tenir en compte de tous ces aspects-là pour pouvoir avoir une agriculture, j'allais dire, dynamique, qui nous permettrait d'avoir moins de chômage, plus d'emplois, et nous permet d'atteindre ces croissances à 2 chiffres qu'on souhaite avoir. Donc je pense que les ministères devraient travailler ensemble et regarder comment mettre la question de l'environnement au centre, afin qu'on puisse avoir effectivement, comme vous l'avez dit, une agriculture dynamique. Voilà, et nous nourrir de ce qu'on produit. En termes d'opportunités, justement, le secteur de l'environnement et du développement durable offre d'importantes possibilités de création d'emplois. Comment mieux le promouvoir auprès de la jeunesse et accélérer l'entrepreneuriat vert dans le pays? Effectivement, l'écologie en général était vue comme une sorte de manie, une sorte d'idée venue de l'Occident. Mais on se rend compte aujourd'hui que les effets des changements climatiques nous touchent directement. On a par exemple les taux de pollution qu'on a notés à Dakar et au Sénégal qui sont très graves, qui poussent même à avoir certaines maladies qui sont des terreaux fertiles au coronavirus, par exemple, quand on parle de problèmes respiratoires. Donc en fait, les emplois verts doivent être des emplois que la jeunesse notamment, parce que moi, j'aime beaucoup aussi m'adresser à la jeunesse, doivent comprendre que les emplois verts peuvent être l'avenir. Voilà. Quand on parle d'environnement, ce n'est pas forcément planter des arbres, ce n'est pas des lubies. Il faut trouver des solutions, comme aujourd'hui on peut le voir avec le recyclage par exemple. On a des sociétés qui recyclent, on a le tri des déchets, on a un certain nombre de choses. Certains font la promotion des espaces verts. L'entretien des espaces verts, le jardinage. D'autres font la promotion par exemple des 2 roues. Par exemple, on est en train de préparer le BRT, donc c'est un transport qui sera, je pense, électrique. Donc ce sera, pourquoi pas produire ces véhicules électriques au Sénégal, la maintenance de ces véhicules. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir autour de ça. Et même par rapport aux entreprises aussi, essayer de voir comment elles peuvent réduire leur impact environnemental en trouvant des solutions, en créant des nouveaux services qui vont réfléchir sur ça. Voilà. Je pense qu'on a une perspective qui est très intéressante pour que le Sénégal, j'allais dire pas de transition écologique, mais on a l'apport de nos hydrocarbures qu'on a trouvés au Sénégal qui nous permettront de dépasser cette transition parce que nous, en fait, on est tout au début de notre industrialisation, de notre développement. C'est directement passé peut-être à une ère écologique. Et comme je dis, c'est peut-être pour une fois dans l'histoire contemporaine du monde où l'Afrique et l'Occident peuvent partir du même départ, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays ont compris que l'écologie, la préservation de l'environnement est l'avenir et on est au même niveau que l'Occident. Donc on peut peut-être même aller plus vite qu'eux. L'Organisation des Nations Unies a récemment lancé la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 pour amener les États à s'unir pour protéger et restaurer les écosystèmes dans l'intérêt de la nature et des êtres humains. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une très belle initiative. Au Sénégal, on a chaque année plus de 40 000 hectares de forêts qui sont coupés entre le Sénégal et la Casamance. Ce qui nous cause tous ces problèmes-là de changement climatique. On a par exemple les pluies qui sont arrivées très tardivement. Quand on parlait d'hivernage, c'était à peu près au mois de mai, juin. Là, jusqu'au mois d'août, on n'a pas de pluie. Quand les pluies arrivent, elles peuvent déborder. Donc, ce qui crée, malheureusement, à cause aussi de nos canalisations qui sont très vétustes, créer des inondations. Donc, nous, on vit vraiment les effets des changements climatiques. Donc, qu'il y ait une initiative mondiale est une très bonne chose.
Le Sénégal ratifie pas mal de traités à l'international. Il faudrait que ça dépasse le plan politique et que ça descende un petit peu plus sur le terrain, justement pour créer des emplois, pour que les populations puissent bénéficier de ces initiatives prises à l'international. Donc ça créera des emplois, ça créera des activités et ça améliorera notre cadre de vie. Comment maintenant inciter la jeunesse sénégalaise à prendre conscience des enjeux environnementaux et surtout à entreprendre des actions allant dans ce sens? La protection, je parle de la protection de l'environnement. Nous, à notre niveau, on a essayé de faire beaucoup de choses. On a fait un documentaire, donc Sénégal vers Horizon 2035. On a fait un court-métrage destiné aux jeunes avec un peu de musique, un peu de fun, un peu d'humour, des livres jeunesse. Voilà. Donc c'est des initiatives, nul n'a la science infuse. On pousse en tout cas les gens à réfléchir, à trouver des idées. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'ingénierie aussi. Hein. Pousser aussi, l'université est là, il y a des centres. Voilà. Pousser peut-être aussi, créer des formations un peu plus techniques pour désengorger l'université. Beaucoup de jeunes s'y trouvent. Peut-être qu'ils ont la capacité de créer autre que dans le domaine littéraire ou autre. Donc voilà, ça peut créer aussi de nouvelles formations pour aider à ce qu'on protège notre environnement. Merci Mamadou Saro pour cet éclairage sur les grands enjeux environnementaux au Sénégal et cette campagne de reboisement national. Nous rappelons que vous êtes le fondateur de la plateforme écologique Jamna et militant passionné par les questions d'environnement au Sénégal et à travers le monde. Merci beaucoup et juste pour la petite histoire, nous faisons un reboisement. Merci d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Média.